Trump a aujourd'hui, le monde s'effondre. Du Proche et Moyen-Orient. Nouvelle escalade mondiale, l'Iran riposte. Abonne-toi à 360 Face aux News et active les cloches pour ne rien manquer. Des frappes israélo-américaines ont ciblé l'Iran. En riposte, l'Iran a frappé plusieurs sites dans plusieurs pays de la région. Des morts et des blessés de part et d'autre, et surtout la mort du guide suprême Ali Khamenei. Alors, finalement, Martin Savadoro, que va-t-il se passer? Alors, je pense que ce qui est en train de se passer actuellement est un prélude à ce que le président du Faso a appelé l'hiver noir. Bien que le problème du Proche et Moyen-Orient ne date pas d'hier, mais également le président du Faso l'avait évoqué lors d'une rencontre au Palais des Sports, quand il parlait d'une pyramide avec un œil au sommet. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie du monde qui veut un monde unipolaire, où c'est uniquement l'Occident qui dirige, et il parle même d'un gouvernement mondial avec comme capitale Jérusalem. Il y a d'autre part les BRICS qui militent pour un monde multipolaire. Un monde multipolaire où chaque pays a droit à l'autodétermination. Quand vous regardez géographiquement, l'Iran n'est pas un pays voisin à Israël. Entre les deux, il y a l'Irak. Mais Israël considère que le développement de la puissance militaire de l'Iran est un danger pour Israël. Pourquoi? Parce que ce que dirige actuellement l'entité sioniste, l'enclave sioniste, les sionistes, par des documents qu'ils disent religieux et venant de Dieu, ils réclament une grande partie du Proche au Moyen-Orient, sur un territoire de près de 1 million de kilomètres carrés, qui regroupe le Liban, la Jordanie, la Syrie et l'Arabie Saoudite, une bonne partie de l'Arabie Saoudite, jusqu'en Égypte, c'est-à-dire la partie entre le Nil et l'Euphrate. Et quand on regarde historiquement la construction de l'État d'Israël, cet État s'est construit sur la succession de 2 guerres mondiales. La première guerre mondiale, où il y a eu déjà l'implantation des kibbutz, et ensuite la deuxième guerre mondiale qui a abouti à un décret, le décret Balfour, qui confie cette partie de la Palestine aux Israéliens, enfin aux sionistes. Le président Sankara en avait parlé à la tribune de l'ONU. Mais malheureusement, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont dit que le président Sankara se mêlait de ce qu'il ne regarde pas. Le président Kadhafi en a parlé. Et il a dit, après l'Irak, ce sera au tour du Liban et de l'Iran et de tous les pays arabes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui pensent que c'est une guerre lointaine et que nous ne sommes pas concernés. Alors, concrètement, en quoi l'Afrique ou les États de l'AES sont concernés par la situation? Rapidement. Le développement est intéressant, mais on n'a malheureusement pas le temps ce soir. Il y a de fortes chances que cette conflagration finisse par une 3e guerre mondiale. Et si jamais il y a une 3e guerre mondiale, la plupart des pays seront détruits et ils vont se rabattre sur l'Afrique. Comme ils l'ont fait au temps de l'esclavage, mais cette fois-ci, ce sera encore pire et atroce. Parce qu'ils vont éliminer les Noirs comme ils l'ont fait en Amérique et s'accaparer des territoires, et de la même manière qu'ils l'ont fait en Australie. Malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui sont toujours dans le déni et qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres et qui pensent que c'est lointain. Raison pour laquelle le président a eu à dire une fois que les faibles vont disparaître. Nous sommes dans un monde de force où il n'y a pas de loi. L'ONU ne régit absolument rien du tout, sauf que pour affaiblir encore davantage les faibles. Donc, il faudra que non seulement les pays arabes, mais surtout les pays africains se rendent à l'évidence que ce qui est en train de se jouer, non seulement c'est la sécurité mondiale qui est menacée, et l'Afrique n'est pas en reste. L'Afrique ne peut pas en pâtir. Et vous verrez dans les jours à venir, si ce conflit-là dure, peut-être que nous allons payer les litres d'essence à 5 000 francs dans nos stations. Parce qu'il y a déjà le détroit d'Ormuz qui est en difficulté. Du Moyen-Orient. Rapidement, Ali Nana, sur la question. Rapidement, on est en train de finir. Je crois que c'est un sujet très important. Nous allons revenir sur la question parce que c'est un sujet qui traduit tout l'avenir. Nous n'irons pas dans le passé parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Exactement, c'est pour on va juste s'interroger par rapport à l'impact sur l'Afrique et les pays de l'AES. Et quelles leçons ces deux entités devraient tirer de la situation? Ce qu'il faut dire, c'est que c'est la mort du droit international. Pour ceux qui croient encore en ce droit international qui est né ou qui est créé pour effectivement régir. C'est un coup dur au droit international. C'est un coup dur pour le droit international. Et la mort de notre fameux instrument appelé ONU, que les États-Unis même abritent les sièges. Et ce qui est paradoxal,
que ce pays aujourd'hui s'élève après Maduro, après, du moins si on descend plus loin, après Kadhafi, Saddam Hussein, Maduro, aujourd'hui c'est l'Irak. Ça veut dire que notre monde est en train d'aller à la dérive, où le seul argument, ou le seul moyen d'expression, c'est la force et la puissance de feu qui est entre les mains des États-Unis aujourd'hui. Ça, il faut le réaffirmer. Maintenant, l'autre aspect important, c'est la réaction timide de l'autre bloc, à savoir la Chine, la Russie, et l'Inde, et puis la Corée du Nord. C'est la question fondamentale aujourd'hui. Pourquoi ce vaste ensemble-là ne réagit pas en fonction de la réaction de Trump? Parce que ça devient trop quand même. Vous avez la guerre de 12 jours. C'était justement un prélude à cette guerre. Trump a fait agiter ce qu'on appelle une boule d'essai pour pouvoir effectivement mettre en branle tout l'arsenal militaire aux abords de l'Iran et aussi auprès de ses pays amis. Et vous avez vu, les premières frappes déjà, on a atteint l'Iran au cœur en tuant son président. L'emblématique président iranien, qui il y a de cela 6 mois, était le président le plus sécurisé au monde. Alors, mais la Russie a dit quoi aujourd'hui? Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous attendons, en tant que pays de l'AES, ayant fait le choix d'aller avec la Russie, avec l'autre bloc, avec les pays du BRICS, avec l'Inde, la Chine, nous attendons effectivement que la Russie s'exprime honnêtement et proportionnellement à la réaction des États-Unis. Sinon, ça a déjà exprimé la Russie. Non, mais c'est des condoléances au peuple iranien. C'est une réaction. Ça, c'est des réactions diplomatiques normales. Elle ne pouvait pas c'était. Parce que vous attendiez à quel autre type de réaction? Si à cette allure, il n'y aura pas de réaction. Pour ceux qui croient que la Russie ou l'autre bloc va réagir militairement, c'est se tromper. Merci. Trump a aujourd'hui une arme dans ses mains pour réguler la paix mondiale. Aujourd'hui, Trump décidera d'attaquer qui il veut, sans aucune réaction militaire. Ça, il ne faut pas se flatter. Aujourd'hui, les États-Unis font ces essais-là pour réguler l'économie mondiale. Depuis hier, vous voyez comment les marchés boursiers du moins, les prix du baril descendent, ainsi de suite. Tous les indicateurs économiques sont en hausse actuellement. Mais c'est de bonne guerre. Pour ceux qui croient que la Chine va réagir, la Chine n'est pas un pays bagarreur. Quand vous partez en Chine, vous n'allez pas trouver, pour voir un policier avec une arme. Finalement, vous commencez à comprendre les réactions. Non, c'est pour dire. Merci Ali Nana. Merci Dr Nebi rapidement. On n'a plus le temps malheureusement. Oui, et je suis d'accord avec Ali Nana que quand on regarde ce qui se passe dans le Proche-Orient actuellement, au Moyen-Orient si vous voulez, avec cette attaque de l'Iran par Israël et les États-Unis, le droit international est mort. Et peut-être que c'est l'écrivain nigérian qui avait raison, Chinua Achebe, le monde s'effondre. Et c'est malheureux, hein? C'est malheureux, mais c'est la réalité. Trump l'a déjà dit. Il s'effondre aussi pour l'Afrique et les pays de l'AES. Il va s'effondrer pour l'Afrique et pour les pays de l'AES parce que ce qui se passe de ce côté du monde-là, on ne peut pas croire que nous sommes tellement à l'abri. Même si ce n'est pas militairement, économiquement, nous serons touchés. Parce que nous avons, que ce soit les pays de l'AES ou l'Afrique de façon générale, nous sommes dans un monde globalisé, comme on le dit. Et les répercussions, de façon, sur le plan économique et autres, peuvent nous atteindre également. Tout à l'heure, vous avez pris le cas du détroit d'Ormuz, qui est fermé. Et c'est par là aussi que transite le pétrole. 20% des échanges mondiaux d'hydrocarbures. Donc, c'est-à-dire que si le prix du baril augmente au niveau international, nous ne pouvons pas rester ici et puis dire qu'on ne va pas ressentir cela dans nos poches. Alors, quelle devrait être la posture des pays de l'AES face à la situation? Notre posture, en tant que pays de l'AES, c'est de... Il ne faut pas avoir honte aujourd'hui. Je suis d'accord avec quelqu'un qui dit on n'a pas de honte à être russophile parce que pendant des années, nous avons été francophiles et on n'a pas vu les résultats et on n'avait pas honte aussi d'être francophile. Donc aujourd'hui, si on est d'accord aussi, mais ce qui se passe même de ce côté du monde, on voit aussi autour de l'AES tout l'armada sécuritaire et militaire qui se met en place et qui est en train quelque part de cerner les pays de l'AES. Il faut que courageusement, il faut réagir. Nous ayons des accords aussi qui puissent nous permettre d'être dans des blocs qui nous permettent de nous sécuriser autant que faire se peut, parce que nous sommes aujourd'hui, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, dans un monde de loups où les forts bouffent les faibles. Et c'est le capitaine qui l'a dit également, c'est un monde aussi où les faibles vont forcément disparaître. Merci, Dr Boukari Nebi. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur spécialiste de l'analyse du discours. Merci d'être passé ce soir sur le plateau de cette info. Merci également à Ali Nana, qui est juriste. Apporter, rapidement. Voilà,
En réalité, j'ai parlé de Jules Bationo en tant qu'ambassadeur au Maroc. En réalité, il est à l'ambassade comme attaché de défense à l'ambassade du Burkina au Maroc. Merci pour cette précision. Ali Nana, juriste et analyse politique et sécuritaire.